Je vais vous résumer ce livre, Gémothérapie, les bourgeons au service de la santé, une édition de 2016 de 256 pages, écrit par Stéphane Boitard, qui est cueilleur, formateur et conférencier spécialisé en gémothérapie. Il a une approche sensible de la forêt, et ça fait plus de 20 ans qu'il œuvre à relier les savoirs traditionnels ruraux aux connaissances modernes, ce qui va donner un livre assez intéressant de ce point de vue très global. Nous allons regarder la table des matières. On va parler surtout de la gémothérapie au sens introduction et savoir de quoi on parle, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est si connu que ça. Nous aurons donc pas mal de généralités, je ferai court sur l'historique, et puis il y aura une dernière partie sur tout ce qu'ils appellent monographie. Je donnerai un exemple pour le cassis, où on verra les différentes fleurs et bourgeons impactés dans cette technique. En mise en garde de ce livre, on va retrouver de manière classique que ces informations ne remplacent pas une consultation médicale. Les choses sont données à titre d'information ou pour les personnes qui veulent aller plus loin. Dans tous les cas, la consultation médicale reste quelque chose d'obligatoire. Cet ouvrage est la synthèse bibliographique de nombreux textes et d'anecdotes et de points de vue personnels de l'auteur. Son objectif est de rendre plus accessible la gémothérapie. De quoi parle-t-on quand on parle de gémothérapie ? C'est une pratique thérapeutique qui va utiliser un macérat à base de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. Cela a démarré en 1950 avec le docteur Paul Henry, et les objectifs sont de régénérer les organes affaiblis, de drainer les organes engorgés et d'apporter une meilleure vitalité en général. Bien sûr, de loin, ça peut ressembler à l'aromathérapie. Dans tous les cas, on se doit d'avoir une approche holistique de la santé. Dès que l'on va parler d'aide naturelle, ce devra toujours être en complément de l'analyse fine de nos piliers de la santé. Mais alors, la gémothérapie et l'aromathérapie, c'est pareil ? Eh bien en fait, l'aromathérapie qui va donner des huiles essentielles sera surtout pour des problèmes de santé aigus. Cela va agir avec puissance et à court terme. Sur la gémothérapie, on sera plus sur des problèmes chroniques et on va avoir une action dans la durée, avec très peu d'effets secondaires. Ce qui n'est pas le cas de l'aromathérapie, puisque nous sommes face à des principes actifs très puissants. Qu'a-t-on comme base scientifique pour la gémothérapie ? Le postulat de départ, c'est que la nature est un mystère. Le complexe des plantes est encore peu maîtrisé, et la physique actuelle ne peut pas tout mesurer. On a donc procédé à des essais et à des apprentissages. Maintenant, la base de données, d'informations est aujourd'hui énorme en gémothérapie. Et c'est ce qui a été exploité dans ce livre. Par rapport aux animaux, la gémothérapie marche très très bien aussi. A-t-on une action sur les émotions comme les élixirs floraux de Bach par exemple ? Eh bien, il y a des macérats spécifiques qui ciblent le cerveau, qui vont être dynamisants comme le romarin par exemple, ou calmants comme le figuier ou le tilleul. À faible dose, les macérats peuvent aussi agir sur les émotions. On aura un effet élixir de Bach. Donc les macérats qui sont relativement concentrés agiront plutôt sur les symptômes, sur les manifestations qui disent que le corps est disharmonieux et a besoin d'aide pour aller mieux. Et les élixirs plus dilués correspondent plus à une aide émotionnelle et spirituelle. Donc notre gémothérapie va servir à limiter la souffrance et à vivre mieux grâce au soutien des arbres. C'est particulièrement efficace sur les problèmes chroniques et aussi ceux liés à l'âge. Alors comment ça marche ? Au moment de l'ouverture du bourgeon, on a une information qui circule tout au long de l'arbre. On imagine les bourgeons comme des capteurs qui interrogent l'environnement, qui évaluent le contexte et adaptent la croissance en fonction de ces informations. Il y aura reprogrammation des organes, des racines, au niveau du tronc, des futures branches, des futurs fruits. Le tout sera de s'adapter aux aléas environnementaux et de manière à s'épanouir durablement. Les bourgeons utilisés en thérapie semblent agir de façon similaire avec le corps humain. Ils vont chercher à modifier le programme en cours pour que la personne souffre moins et s'épanouisse durablement. Mais comme nous ne sommes pas des arbres, cette action aura un effet limité dans le temps. Le constat est que les bourgeons permettent de moins souffrir physiquement et d'influencer positivement le psychisme et donc de vivre mieux. Un chapitre entier est consacré à l'histoire de la gémothérapie moderne. Je fais court sur cette partie-là. C'est une partie historique qui est très intéressante à lire, mais qui est un petit peu longue et que je ne reprendrai pas ici. Quand on compare un peu plus la phytothérapie moderne et la gémothérapie, en phyto, on a une analyse chimique
on isole des molécules, alors qu'en gémothérapie, on observe et on note les témoignages. Les bourgeons sont une information dynamique qui n'est pas aboutie. Nous sommes face à une dynamique de régénération des tissus qui sera spécifique aux bourgeons ou à la jeune pousse. De plus, les bourgeons cumulent les vertus des organes aboutis dans un rôle régulateur. En résumé, le bourgeon, c'est la vertu des plantes tout en limitant la toxicité. Quand on regarde côté gémothérapie et homéopathie, l'homéopathie part d'un macérat mère dilué. Avant de traiter durablement le terrain, Hahnemann préconisait de traiter les pollutions, qu'il nommait miasmes. Il travaillait principalement sur les maladies chroniques. Et si on parle de physique quantique, de thérapie énergétique ou vibratoire, admise à notre époque, on comprend mieux les capacités de l'homéopathie et de la gémothérapie à transmettre des informations qui permettent de libérer le corps de la maladie. Un chapitre entier va vraiment détailler le rapport à l'aromathérapie. Il va indiquer que ce sont deux techniques complémentaires, et quant à savoir laquelle choisir, cela va varier en fonction de plusieurs paramètres. Cela va dépendre de la fonction à aider, de l'organe à traiter, de l'urgence du traitement, du destinataire, de nos connaissances sur les huiles essentielles et de la quantité des plantes à mobiliser pour le sujet donné. Tout ça va être détaillé dans le livre. Le recours à l'aromathérapie se fait donc pour des problèmes d'urgence ou des affections aiguës, pour soulager la douleur rapidement, pour des affections internes ou externes, en traitement de courte à moyenne durée, on parle de jours ou de semaines, avec des huiles essentielles dont on connaît les vertus, les contre-indications, les effets secondaires, et cela peut aussi être pour le plaisir olfactif. La gémothérapie sera privilégiée pour des affections chroniques, pour des traitements à moyenne et longue durée, on parle de semaines et de mois, pour drainer l'organisme, pour régénérer des tissus ou des organes, pour des cures de jouvence, et pour le plaisir du goût que l'on va retrouver dans les macérats concentrés. Un chapitre complet développe comment faire soi-même. C'est quelque chose de simple et de gratifiant. Elle nous explique qu'il faut cueillir au printemps. Parfois, ce sont au moment où les bourgeons s'ouvrent. Il va détailler comment préparer les macérats. Nous voyons maintenant ce petit tableau qui aide à choisir les formes galéniques entre les macérats concentrés et puis les formes diluées à 10%. Ce sont deux courants qui peuvent parfois s'opposer. L'auteur dit qu'il a recours aux deux formes, sachant qu'il utilise principalement les macérats concentrés, par facilité d'utilisation. Cependant, il fait appel aux macérats dilués dans certaines occasions. Tout d'abord pour des plantes dont on connaît certains organes potentiellement toxiques, comme le hou, le buis ou le gui. Ensuite, il constate que certaines personnes réagissent fortement aux macérats concentrés. Certaines personnes, principalement des enfants, mais aussi des animaux, manifestent des réactions opposées aux vertus du remède. C'est le signe d'un surdosage. Par exemple, une personne qui utilise du macérat concentré de tilleul pour retrouver le sommeil et qui se retrouve plus excitée, même avec une simple goutte. En diluant le macérat, on peut alors généralement constater que l'effet apaisant est agissant. Lorsque les symptômes s'amplifient, soit c'est une réaction normale du corps pour expulser des choses, soit le remède est surdosé. Puis il nous explique comment utiliser les macérats, soit en unitaire, en association, en mélange ou en complexe. Voici quelques exemples de complexes, comme on peut voir sur cet extrait du livre. Puis il aborde la posologie, les contre-indications et les effets indésirables. Il nous détaille les posologies pour les adultes, les enfants, les femmes enceintes, les animaux, que ce soit pour des macérats ou pour des dilutions D1. Il souligne aussi l'importance des sources des macérats. Il a pu constater que 5 gouttes d'un macérat artisanal est équivalent à 40 gouttes d'un macérat industriel. Donc effectivement, il faut être prudent quant à son approvisionnement de nos bourgeons. Concernant les contre-indications, il n'y a pas de problème déclaré. Pour les femmes enceintes, pas de bourgeons à action hormonale ou endocrinienne, comme ce qui est érelle, framboisier, cornouiller, chêne, séquoia, pommier, cassis, ronce, vigne vierge. À part le marronnier pour les jambes lourdes, la gémothérapie n'est pas forcément adaptée. On n'est pas face à un problème chronique. Pour les enfants, pas avant 5 ans. Le figuier peut être utile contre les régurgitations. Pour les cancers hormonodépendants, pas de bourgeons à action hormonale ou endocrinienne. Il faut aussi éviter de vider les reins en hiver, donc pas de bourgeons drainant les reins comme le frêne. Il faut préférer les macérats dynamiques le matin, ceux qui sont tonifiants et ceux qui sont draineurs, et les calmants le soir. Il n'y a pas d'effet secondaire recensé. Certains bourgeons à action délicate ne sont pas mentionnés dans ce livre, comme le gui par exemple. Maintenant, en gémothérapie, nous avons aussi des actions hormonales. Et cette concentration va dépendre de la plante,
est-ce que c'est concentré ou pas, de la dilution, est-ce qu'on est face à un macérat ou une dilution D1, de l'alcool utilisé par la distillation qui peut concentrer des perturbateurs endocriniens, d'où la recommandation d'utiliser des alcools bio. Dans tous les cas, limités à quelques semaines ou quelques mois par an, ces macérats à action hormonale. Il nous parle de cure et de programme gémothérapique qui sera bien sûr à optimiser avec l'alimentation, le repos, l'exercice physique. Bref, tous nos piliers dont on parle par ailleurs. L'auteur nous encourage à fixer les 3 cures. Il nous donne des exemples de cures à l'année avec 21 jours par mois et 2 à 3 mois sans rien. Un chapitre sur la médecine traditionnelle chinoise avec le printemps où on va essayer de drainer le foie et la vésicule biliaire. En été, on va s'intéresser au sang et à la tension. En automne, on va prendre soin de ses poumons et du côlon. Puis nous arrivons au 2e chapitre avec les monographies. L'auteur rappelle que c'est une synthèse bibliographique représentant une 50aine d'années de recherche. Il nous renvoie vers les posologies, les contre-indications et les effets indésirables. Et il précise que cela ne s'oppose en aucun cas à des traitements médicaux pharmaceutiques, au contraire, elle les complète admirablement. Je vous montre un exemple d'une planche du livre qui va reprendre pour le cassis le bourgeon le plus connu et le plus utilisé. Voici comment c'est articulé, on va reciter les principales propriétés et puis il va nous détailler ce qu'il a pu ressortir de la bibliographie et de son expérience personnelle. Il nous guidera dans l'utilisation et nous aurons une fiche de récap à la fin avec rappeler les contre-indications, les effets secondaires, quelle action on aura et quelle pathologie pourra être intéressée. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Ce livre est vraiment intéressant puisque c'est la synthèse bibliographique de travaux qui représentent une 50aine d'années de recherche. Donc on est face à une compilation d'informations et comme on disait en introduction, aujourd'hui il n'y a pas énormément de démonstrations sur le sujet, plus un cumul de preuves orales et d'expériences réelles sur des personnes face à leurs troubles. Il respecte bien ce qui me semble essentiel dans le domaine de la santé, c'est-à-dire une approche globale. Ce n'est pas un recueil de recettes qui dit bêtement pour aider à solutionner tel mot, il faut prendre ci ou il faut prendre ça. Il y a très souvent des rappels d'une approche de terrain de la personne, des améliorations à apporter en parallèle de la prise de bourgeon. Ce qui est essentiel pour moi, ne pas prendre un remède pour essayer d'effacer un symptôme et oublier la cause. On y comprend bien l'articulation entre la phytothérapie, plutôt orientée sur des aides d'urgence, et la gémothérapie sur une aide plus long terme orientée terrain. La gémothérapie aidera à limiter la souffrance et à vivre mieux grâce au soutien des arbres. C'est vraiment intéressant. Elle est particulièrement efficace sur les problèmes chroniques et aussi ceux liés à l'âge. Pas d'effets secondaires et les contre-indications se limitent aux actions hormonales de certains bourgeons. Comme tout sujet concernant la santé, il convient d'avoir un diagnostic médical de sa situation. Après, la prise en compte globale de sa santé, avec une aide de type gémothérapique, apportera une aide notable à la plupart d'entre nous. D'ailleurs, c'est l'heure pour moi de prendre mon cassis. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez une version étendue accessible en rejoignant cette chaîne, et ça permet aussi de soutenir cette chaîne. Dans cette vidéo, je montrerai des détails complémentaires sur les bourgeons, les différents tableaux de synthèse aussi. Voilà pour le résumé de ce livre.